Dans cette séquence, nous allons étudier les oscillateurs et la mesure du temps. Donc, il s'agit du chapitre 13. Dans le bandeau ci-dessus, on voit les différentes parties du programme, les notions et contenus, les compétences exigibles et les compétences implicites liées au programme. Donc, on constate que dans les compétences exigibles, nous avons deux compétences liées à une démarche expérimentale, donc pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence les différents paramètres influençant la période d'un oscillateur mécanique, son amortissement, pratiquer une démarche expérimentale pour étudier l'évolution des énergies cinétiques, potentielles et mécaniques d'un oscillateur. Ce chapitre va nous permettre de pratiquer ces démarches expérimentales en connaissant d'une meilleure façon le pendule. Donc tout d'abord, intéressons-nous au pendule pesant. Donc le pendule pesant, premièrement définition, est constitué d'un câble relié à une masse et à une partie fixe. Donc la partie fixe est ici, la masse est ici, le câble est ici. La longueur entre la partie fixe et le centre d'inertie de la masse est notée L. Donc elle se mesure en mètres. Le pendule que nous voyons ici est en état d'équilibre. Lorsque l'on incline le pendule, il existe un angle entre l'état d'équilibre et la position du pendule. Cet angle est noté θ. Et si on lâche le pendule, cet angle θ va dépendre de t. Donc θ de t est ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. On note également θm qui correspond à l'amplitude, c'est-à-dire le maximum de l'abscisse angulaire lors d'une oscillation. Avant de travailler sur ce système, nous allons poser le problème correctement. Premièrement, le référentiel. Dans ce cas, le référentiel est terrestre. Et on considère qu'il est galiléen. Pour le mouvement étudié, le système étudié, c'est la masse qui se situe au bout du pendule, donc à l'extrémité du pendule. Pendule simple. Bilan des forces exercées sur le système. Donc tout d'abord, il y a le poids, P, poids. Il y a la tension du fil, T, et éventuellement une force de frottement, petit f, fluide, donc qui s'exerce. Donc si le mouvement est ainsi, donc si le mouvement est dans ce sens, la force de frottement s'oppose au mouvement, comme ceci, petit f. Donc suivant le cas, nous négligerons ou non cette force petit f de frottement. Lorsque vous allez étudier le pendule, vous allez travailler, donc vous allez incliner le pendule et vous allez devoir mesurer sa période. Pour mesurer la période, on lâche le pendule sans vitesse initiale et donc on mesure un aller-retour du pendule. Pour mesurer de façon précise cet aller-retour, il y a plusieurs choses à appliquer. La première,
c'est qu'il faut mesurer de façon précise le passage du pendule en un point particulier. Le plus précis, c'est quand le pendule a beaucoup de vitesse, donc c'est quand le pendule passe devant le point d'équilibre. Donc lorsque l'on veut mesurer la période, on déclenche le chronomètre lors du passage au point d'équilibre, le pendule donc remonte, revient et repasse devant le point d'équilibre. Ça, c'est une période T. Le pendule se déplaçant relativement vite, la mesure de la période n'est pas facile si on mesure qu'une seule période. Par contre, si on mesure T égale 10 périodes, ce sera beaucoup plus facile. Et il suffira, par exemple, si T est égal à 15 secondes, il suffira de diviser par 10, T, donc sera égal à T divisé par 10, pour obtenir la période du pendule. Étudions maintenant l'évolution de l'angle θ en fonction du temps. Donc le temps souvent est en secondes et l'angle θ est en degrés ou en radians. Deux cas de figure sont présentés ci-dessous. Le premier cas, les frottements sont nuls, non pas de frottement. Et deuxième cas, il y a des frottements, donc les frottements sont différents du vecteur nul. Dans les deux cas, on a θ en degrés en fonction du temps en secondes. Que se passe-t-il si l'on veut mesurer également, si on veut déterminer, les énergies? Prenons dans un premier temps l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique, EC, est égale à 1 demi de m fois v au carré. À partir de la courbe représentant θ en fonction du temps, on peut déterminer la courbe des énergies en fonction du temps. Effectivement, par exemple pour l'énergie cinétique, lorsqu'on est au point d'équilibre au-dessus, on constate que la vitesse est nulle. Donc, dans ce cas-là, l'énergie cinétique est égale à 0. Par contre, lorsque le pendule passe par le point d'équilibre, l'énergie cinétique est maximale. De nouveau, quand le pendule atteint son extrémum, l'énergie cinétique est nulle, puisque la vitesse est nulle. De nouveau, quand ça passe par le point d'équilibre, c'est maximal. Et cela se répète. Donc, ici, sans perte d'énergie, puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc si l'on veut tracer, on obtient cette courbe ici. Voilà, une sinusoïde EC qui est égale à 1 demi de m v carré. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, elle est égale à mgz plus une constante. On prend dans ce cas-là la constante égale à 0. Et donc z égale à 0 aussi au point d'équilibre. Donc ce qui fait que l'énergie potentielle de pesanteur va être nulle à chaque fois que le pendule passera par son point d'équilibre, c'est-à-dire ici, 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 ici et ici. Par contre, l'énergie potentielle de pesanteur sera maximale lorsque le pendule sera au maximum, avec un angle maximum, donc aux différents points que je trace ici. Donc si on trace l'énergie potentielle de pesanteur, on a cette courbe-là. Voilà. Donc
une sinusoïde ou erreur de tracé manuel près. Donc EPP. Maintenant, dernière étape, traçons l'énergie mécanique, EM. On sait que c'est EC plus EPP. Et on constate dans ce cas-là que l'énergie mécanique est égale à une constante. Donc vous devrez être capable d'identifier ces courbes d'énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique, énergie mécanique si on vous les présente. Dernière remarque, sur la courbe d'évolution de l'angle en fonction du temps, on a la période T0 qui est ici, la période propre du pendule. On constate que les énergies sont aussi périodiques, mais que leur période est égale à T0 sur 2. Il s'agit bien sûr de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie mécanique est constante. Passons maintenant aux courbes sur le côté droit qui représentent l'évolution, donc au-dessus l'évolution de θ en fonction de t pour un système pour lequel il y a du frottement. Donc si on suit le même raisonnement et si l'on veut tracer les énergies, pour l'énergie cinétique, on sait que EC est égal à 1 demi de mv carré, donc que l'énergie cinétique sera nulle quand le pendule aura un angle maximum, donc au point décrit ci-dessus, et elle sera maximale lorsque le pendule passera par son point d'équilibre. Alors ici, elle sera maximale, ici, elle diminuera, et elle diminuera également ici et ici, puisque nous avons des frottements, donc la vitesse va être de plus en plus faible quand le pendule passera par le point d'équilibre, ce qui donne une courbe qui aura cette allure. Donc ça, c'est l'énergie cinétique en fonction du temps. Deuxième cas de figure, l'énergie potentielle de pesanteur, même principe. L'énergie potentielle de pesanteur est toujours égale à mgz et elle est z égale à 0 quand le pendule passe par son point d'équilibre, ce qui donne que l'énergie potentielle de pesanteur est maximale lorsque l'angle θ est maximal et qu'elle est nulle lorsque l'angle θ est égal à 0. Ce qui donne une courbe qui a cette allure. Donc ça, c'est la courbe de l'énergie potentielle de pesanteur. Passons maintenant à la courbe représentant l'énergie mécanique. L'énergie mécanique va diminuer puisque nous avons des frottements. Alors, il faut savoir que les frottements donc, sont proportionnels à la vitesse, ou proportionnels à la vitesse au carré, suivant que le mouvement est rapide ou pas. Et donc, si les frottements sont proportionnels à la vitesse, donc les frottements vont être plus grands lorsque l'énergie cinétique sera maximale. Donc, la perte ici, la perte d'énergie mécanique sera plus importante lorsque l'énergie cinétique sera maximale et sera nulle, par exemple, lorsque l'énergie cinétique sera nulle, puisqu'il n'y aura pas de vitesse. Donc on a une courbe d'évolution d'énergie mécanique qui aura cette allure. Un palier, une perte maximale, 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 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la courbe représentant l'énergie mécanique lorsque le pendule est soumis à des frottements. Comme pour le pendule sans frottement, nous avons quelque chose qui ressemble à une évolution périodique
mais les motifs ne se répètent pas tout à fait, donc on a quelque chose de pseudo-périodique avec une pseudo-période ici, T0, et l'évolution des énergies cinétiques et potentielles, donc ont une pseudo-période de T0 sur 2. Plusieurs questions concernant le pendule simple. Quel est le lien entre la période lorsque le pendule n'est pas soumis à des frottements, donc la période propre, et la pseudo-période? Elles sont en fait égales si les amortissements sont faibles. Autre particularité des pendules, ce qu'on appelle l'isochronisme, donc iso voulant dire même et chronisme voulant dire temporel. Donc ça veut dire que quelle que soit l'amplitude θm, si elle est suffisamment faible, θ ne dépend pas de l'amplitude. On considère que cet isochronisme des petites oscillations est valable pour θ inférieur à 20 degrés. θm inférieur à 20 degrés. L'expression de la pseudo-période. La pseudo-période T0 est égale à 2π fois racine de L sur G. Les unités correspondant à cette formule, T0 bien sûr est en secondes, L est en mètres, et G est en mètres secondes moins 2. On constate à partir de cette formule que T0 ne dépend pas de la masse du pendule, ce qui peut être vérifié expérimentalement en prenant un pendule, en conservant toujours la même longueur, en conservant par exemple aussi l'angle θm, et en changeant la masse du pendule, on constatera que T0 ne varie pas. Vérifions l'exactitude de cette formule en pratiquant ce que l'on appelle une analyse dimensionnelle ou une vérification de l'homogénéité de cette formule. Cette vérification consiste à vérifier la légalité des unités de chaque côté de l'égalité. Si l'on prend petit l s'exprime en mètres, g s'exprime en mètres secondes moins 2, donc racine de L sur G s'exprime en mètres, divisé par des mètres secondes moins 2, c'est-à-dire mètres moins 1, secondes au carré, comme c'est une racine, ça fait puissance 1/2. Mètres et mètres moins 1 se simplifient, puissance 1/2 de S carré, cela donne des secondes. Comme 2π est sans unité, on constate que 2π fois racine de L sur G est bien homogène à un temps, puisque son unité est des secondes, et donc c'est bien la même unité que T0. Revenons maintenant sur l'énergie potentielle et l'énergie mécanique du pendule. Donc pour simplifier le calcul de l'énergie potentielle en Z, on détermine l'énergie potentielle égale à mgz plus EPP0. On s'arrange pour que Z soit égal à 0 lorsque le pendule passe par le point d'équilibre. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique est constante s'il n'y a pas de frottement. Si le milieu est dissipatif, c'est-à-dire s'il y a des frottements, alors l'énergie mécanique diminue au cours du temps. C'est ce que nous avons vu dans la partie précédente.